pense que quand vous relisez le rapport de présentation du Code de la presse, vous verrez qu'il y a eu au préalable toute une discussion autour de 3 questions essentielles. La première, c'était les ressources humaines, non? Je parle tout haut. La deuxième question, c'était autour de l'activité de presse, hein, dans ses différentes formes. Et la troisième, c'est autour de l'environnement de la presse, notamment tout ce qui est lié à l'environnement juridique. Je crois que le métier de la presse, de ce point de vue-là, est très bien encadré et que ce code devrait nous servir de référentiel toutes les fois que nous avons à agir en tant que journaliste ou technicien, en tout cas de presse. Mais c'est un référentiel juridique. Il est important. Mais il y a un autre référentiel essentiel, c'est celui-là social. Nous sommes dans une société qui est celle-là du Sénégal. La démocratie ne devrait pas être un mouvement qui nous divise. C'est un mouvement où nous devons avoir une pluralité d'opinions, une pluralité de pensées et d'actions, mais cet ensemble-là devrait s'inscrire dans une dynamique plus globale et plus essentielle qui est celle-là, qui s'inscrit dans le cadre de ce que le ministre a appelé tout à l'heure l'intérêt général. Et sous ce rapport-là, je ne vois pas de distension et de réconciliation, mais je pense que nous devons plutôt nous orienter vers une utilisation de bonnes pratiques, parce qu'il y a eu des bonnes pratiques en matière de rapport entre la presse et le pouvoir, aussi bien depuis les 6 mois, mais avant aussi avec les autres régimes, hein, depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance. Il y a du bon, du moins bon et du mauvais, mais nous devons surtout nous appuyer sur ce qu'il y a eu comme bonne pratique au Sénégal, ailleurs en Afrique et dans le monde, pour construire cette relation future entre la presse et ceux qui gouvernent. Maintenant, le lien que ce point a avec Convergence, c'est justement l'information. Et quand il disait tout à l'heure que la presse est un 4e pouvoir, ce n'est pas les journalistes qui se sont donné ce nom-là, mais je pense que c'est les analystes, en tout cas de la démocratie, ou en tout cas ceux qui ont été les initiateurs de la pensée démocratique, en considérant que la presse était un 4e pouvoir, après l'exécutif, le législatif et la justice. Mais ce 4e pouvoir-là, il ne faut pas le percevoir comme un pouvoir de contestation, d'incrimination, d'accablement, mais c'est plutôt un pouvoir de l'information et la bonne information. C'est ça qui fait le pouvoir de la presse. C'est pouvoir aller rechercher la bonne information, la traiter, la diffuser. C'est ça le pouvoir. Parce qu'on dit bien l'adage, hein, celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information économique sur ce que Convergence fait, eh bien, il a un pouvoir économique. Parce qu'il va pouvoir penser son business, hein, le relier dans cet environnement pour lequel Convergence diffuse de l'information économique, l'utiliser pour développer son business. Et c'est sous ce rapport-là que je voulais justement faire un commentaire et dire que ce qu'il a dit et ce que Mayabé a dit en partie et doyen Lanciné, si vous allez faire des investigations en France pour dire comment y a-t-il des talibés ou une autre forme de talibé ou de mendiants en France, moi la première fois que j'y étais, ce qui m'a marqué la chose qui m'a marqué le plus, c'est d'avoir quelqu'un qui me dit « Donnez-moi un jeton ». J'étais impressionné parce que je ne m'attendais pas à ça. Mon expérience de la migration-développement, et je vais terminer par là parce que j'ai travaillé quelques années sur la migration-développement, je pense qu'il y a le phénomène n'est pas qu'économique. C'est un phénomène social très profond. Prenez l'élite sénégalaise ou l'élite africaine. Quand elle prend des vacances, ils s'empressent d'aller où? En Europe.
aux États-Unis, ils sortent d'Afrique, ils vont vers les autres continents. Et quand ils rentrent dans les débats et les discussions, pour se valoriser, sama vacances en Espagne, sama vacances en Nangam, nos gouvernants, si on passait par des exemples où l'ensemble de nos ministres et ministères, je dirais même ministères, parce qu'au-delà des ministres, c'est tout le staff, prenaient des vacances et décrétaient des vacances sénégalaises du gouvernement. Tout comme on a fait avec les vacances agricoles, organiser pour le gouvernement des vacances sénégalaises. Aujourd'hui, on a 25 ministères, nous avons 14 régions. Supposons qu'un ou deux ministères parrainent une région. Et l'ensemble des agents de ces ministères se rendent dans ces régions-là. Au-delà de l'apport pécunier dans ce qu'ils vont dépenser au resto, à l'hôtel, mais c'est leur relation avec le Sénégal qui va se développer, parce qu'ils vont découvrir le Sénégal. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont besoin de découvrir le Sénégal. Vous allez à Tamba, je peux citer des noms, vous allez en Casamance, vous allez au Fouta, vous allez trouver des milliardaires qui ont investi. À Dodel, c'est à côté de Podor, une vingtaine de kilomètres, il y a presque 20 ans. 2008, donc dans 4 ans, ça va faire 20 ans. J'ai trouvé quelqu'un qui a investi sur 60 hectares de goutte à goutte d'un tenant, sans argent de banque. C'est ses fonds propres. À Tambacounda, il y a quelqu'un qui est sur des milliards d'investissements dans la bananerie. À Saint-Louis, partout, j'en passe. Donc il y a un Sénégal de l'intérieur qu'il faut découvrir et qui a besoin d'être connu par les jeunes qui s'en vont. Ces personnalités qui ont investi l'économie sénégalaise à l'intérieur, au niveau des régions, il faut les faire découvrir pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a un Sénégalais qui se réussit à travers un investissement local. Donc voilà quelques éléments que je voulais apporter. Merci.